Je m'appelle Mathie, j'ai 41 ans, je suis étudiante en soins infirmiers à l'IFSI Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai travaillé au ministère des Outre-mer et j'étais dans le service formation et on s'occupait de la prise en charge des formations professionnelles des ultramarins. Alors en 2018, je prends l'initiative de me poser les bonnes questions sur mon avenir professionnel. Mon poste n'était plus évolutif au sein du ministère et je me suis dit tiens, il y a un métier qui m'a toujours plu au plus profond de moi-même et j'ai dit c'est les soins infirmiers. Et avec tout le soutien de la direction et de mes anciens directeurs, ils m'ont encouragée à mettre en forme ce projet. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsque je commence ma première année, je viens d'accoucher. Donc, je donne naissance à mon dernier bébé et j'ai un dilemme, au fait. C'est que je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je vais à l'école, je demande encore un report parce que l'année d'avant, j'avais bénéficié d'un report de formation pour motif de financement. J'étais tellement motivée que je suis partie le 1er septembre à l'école. J'ai fait ma rentrée administrative. J'ai quand même soulevé le point que je venais d'accoucher. Donc, après, il y a une organisation qui s'est mise autour de mon congé maternité. Donc, je n'ai pas intégré l'école tout de suite. Je n'ai pas été autorisée, en tout cas, point de vue légal, à intégrer l'école. J'ai dû attendre la fin de mon congé maternité. Donc, j'ai suivi les cours en distanciel avec mon bébé à la maison. Et c'était un coup de poker, au fait, cette première année. Parce que je me suis dit, je vais tenter. Si ça fonctionne, on est parti. Si ça ne fonctionne pas, on reviendra l'année d'après. Et ça a fonctionné. Donc, j'étais très, très satisfaite du travail que j'avais accompli entre la gestion de ma maison et la reprise de mes études. C'était vraiment une belle surprise, les résultats pour la première année. Donc, la première année, c'était bien passé. Le challenge que je m'étais fixé, l'objectif que je m'étais fixé, je l'avais réussi, à l'exception d'une unité que je n'avais pas validée, la 4.4. Alors, cette unité d'enseignement, la 4.4, je l'ai passée 4 fois. À chaque fois, j'ai eu 4 motifs de refus différents. Je n'ai jamais eu de problème sur les calculs de dose, c'était vraiment sur ma pratique. La première fois, c'était une erreur d'asepsie, donc je ne pouvais pas discuter. La deuxième fois, j'ai eu un petit litige avec le jury. Elle me disait que j'avais prélevé 19 millilitres sur 20, alors que j'étais persuadée d'avoir pris 20 millilitres. Après, comme elle m'a dit, c'est ma parole contre la sienne. Comme je suis bonne jeu, j'ai dit, c'est pas grave, j'irai à la 3e chance parce que je suis sûre que je vais y arriver. Et à la 3e reprise, j'ai eu un blackout. C'est-à-dire que je suis arrivée à la pharmacie. J'étais incapable de reconnaître les thérapeutiques qui étaient en face de moi. Je découvrais, au fait, les médicaments. Et je me suis retrouvée face à un dilemme et j'ai dit la vérité au jury parce qu'à un moment, le jury me sollicite en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne bougez plus ?» Et je lui dis « Madame, j'ai un trou de mémoire. Je ne suis incapable de vous dire qu'est-ce qu'il y a devant moi. » J'ai préféré dire la vérité parce que ma conscience m'interpellait que si, admettons, au hasard, je prenais le bon thérapeutique, dans ma pratique professionnelle, c'était dangereux ce que je venais de faire. Parce que dans ce métier-là, on nous a toujours appris que lorsque nous avons un doute avec les médicaments, on freine, on s'arrête. Et j'ai voulu être franche, j'ai voulu être en phase avec mes convictions et les valeurs du métier que je défends. Et j'ai dit la vérité au jury et je savais que c'était loupé. Et la 4e fois, la dernière chance, j'ai fait une erreur d'attention. C'est que je n'ai pas lu ma prescription médicale jusqu'au bout. Je me suis limitée à une partie et j'aurais dû lire la prescription jusqu'au bout. Au fait, c'était vraiment une erreur d'attention. J'ai pris le bon électrolyte, mais j'ai pas pris le bon dosage et point de vue médical, c'est une erreur. Cette unité-là est conditionnelle pour le passage en 3e année. Donc, je suis allée jusqu'à la dernière chance et malheureusement pour moi, je n'ai pas pu valider cette unité, ce qui a conditionné mon redoublement. Donc, j'ai redoublé ma 2e année en septembre 2022. Je l'apprends au moment où j'étais censée intégrer ma 3e année. Alors, j'ai appris au mois de septembre parce qu'on attendait le retour de la CAC. Et comme la CAC se réunissait, il me semble de mémoire, début septembre, c'est à ce moment-là qu'on avait les résultats officiels des derniers rattrapages. Et c'est là qu'on m'a appris que je ne pouvais pas intégrer ma 3e année malgré les 117 ECTS. Car le minimum pour rentrer en 3e année, on nous demande de cumuler 109 ECTS et ne pas avoir de dette de première année.
J'avais 117 ECTS, mais j'avais cette fameuse dette de première année, ce qui a fait que je n'ai pas pu passer en troisième année. Et sur le coup, lorsqu'on m'annonce la couleur, j'essaye de me remémorer ce passage, cette épreuve, et je n'arrive pas à visualiser à quelle étape je me suis trompée. Le passage de deuxième en troisième année s'effectue en effet par la validation d'au minimum 108 crédits. Néanmoins, il doit valider de toute façon son semestre 1 et son semestre 2. Par exemple, une étudiante de deuxième année qui n'aurait pas validé l'unité d'enseignement 4 du semestre 2, effectivement, s'il ne lui reste que cette unité d'enseignement, eh bien, elle est dans l'obligation donc de redoubler sa deuxième année. Alors, pourquoi j'ai buté sur cette épreuve ? Premier temps, j'ai eu un retour de ma référente qui m'avait expliqué à la troisième erreur, elle m'avait expliqué que c'était un signe de fatigue. Elle m'a dit, lorsque ton cerveau n'est plus capable de te donner les informations qui sont lambda, elle me dit, c'est un signe que tu manques de repos. Et elle m'avait conseillé de me reposer. Mais je lui ai dit, c'est impossible de se reposer sur cette période de l'année. Nous étions en plein partiel. Je lui disais, pour moi, c'est impossible, c'est improbable que j'arrive à dormir 7 heures d'affilée. Je ne sais pas dormir 7 heures d'affilée. Je n'ai pas pris en compte ces conseils-là et ça m'a porté préjudice parce que lorsque je suis retournée, erreur d'attention, fatigue, stress. Et comme je savais que c'était la dernière chance, je me suis automatiquement mis une autre pression sur les épaules que j'aurais pu aujourd'hui, avec beaucoup de recul, mettre de côté. À ce moment-là, ce qui se passe dans ma tête, il y a une rupture au fait. J'arrive à me détacher, j'arrive à prendre beaucoup de hauteur, j'ai beaucoup de déception, de frustration, de colère. J'ai l'impression d'être un sprinter à qui on a coupé les jambes, juste devant l'arrivée. Et le premier effet, c'est vraiment une colère qui m'envahit. Je fonds en larmes dans le bureau de ma référente. Elle comprend, parce que je suis pas une jeune fille de 18 ou 20 ans. Je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai des charges. J'ai mis un petit peu ma famille en apnée. Et je suis en train de réaliser que là, il va falloir que je trouve une solution rapidement parce que je réalise que je n'ai plus d'entrée financière. Donc après, je suis rentrée à la maison, j'ai partagé avec mon mari, la famille, les enfants. Tout le monde a été bienveillant, tout le monde m'a encouragée. Et mes filles m'ont dit des choses que j'ai l'habitude de leur dire lorsqu'elles me ramènent des bulletins scolaires avec des notes qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. Elles me disent « Mais maman, c'est rien ça ». Elles m'ont dit « Mais maman, t'es plus forte que ça, tu vas réussir, recommence ». Et après, on y retourne. Alors, ce qui se passe au mois de septembre, une fois que l'annonce est tombée, on nous explique qu'on doit réintégrer la promotion des deuxièmes années en cours. Donc, j'assiste à une réunion d'information. On nous explique qu'en fonction des unités de rattrapage que nous avons, nous sommes tenus d'être présents en cours. Pour ma part, j'avais validé toutes mes unités d'enseignement à l'exception de l'unité de la 2.11, la pharmaco, du semestre 3. Alors, je reviens à l'école sur la période de septembre. Mes cours, le semestre 3 commence de septembre jusqu'à début novembre. Et au total, si de mémoire, on a 16 heures de cours en pharmacologie. Donc, les 16 heures sont échelonnées sur cette période. Donc, l'étudiant qui est en situation de redoublement, il réintègre la nouvelle promotion et il ne vient que ponctuellement suivre les unités d'enseignement qu'il n'a pas validées. Donc en termes d'intégration au sein du groupe, c'est toujours un peu compliqué puisqu'il est là de façon très ponctuelle. Et donc ça peut être une première difficulté, mais il faut qu'il reste motivé. Mais en effet, l'étudiant ne suit que les enseignements des unités d'enseignement concernées pour pouvoir passer à nouveau le partiel de 7 ou de 16 unités d'enseignement. Alors, mon organisation par rapport à ce rattrapage qui a lieu du coup en janvier 2023, j'ai eu le soutien de mon ancienne promo des étudiants avec qui j'étais liée d'amitié. Et quand ils avaient appris la nouvelle pour moi, ils étaient tellement touchés qu'ils m'ont dit « T'inquiète pas, t'es pas toute seule, on t'abandonne pas ».
Et j'ai une de mes collègues, Juvette, que je remercie beaucoup, qui a pris le temps de s'asseoir avec moi. Elle m'a dit, la pharmaco, Mathis, c'est facile, je vais t'apprendre. On va y aller étape par étape. Elle m'a expliqué que ça, c'est la base. Elle dit, en tant qu'infirmière, on a des outils. Elle dit, ça, elle m'a dit, tu peux pas être une infirmière et avoir des lacunes sur la pharmaco. Elle dit, c'est pas possible. Donc, son cheval de bataille, ça a été de m'aider justement à monter en compétences. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage de maintien de compétences. Lorsqu'on redouble, on nous impose d'effectuer des stages de maintien de compétences, malgré que j'avais déjà validé mes 2 stages de l'année passée. Et ces stages-là nous permettent justement de maintenir le niveau, de ne surtout pas perdre la main durant l'année de redoublement. Et je trouve que c'est vraiment un bénéfice parce que moi qui avais qu'une unité d'enseignement à rattraper, passer une année scolaire entre guillemets, à attendre une date de partiel sans forcément pratiquer, c'est très... Il faut pratiquer dans notre métier. Vraiment, la pratique est un plus. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ces stages qui se sont très, très bien passés. Et j'en suis très contente. Dans l'organisation de mon redoublement, j'ai pu négocier avec l'ensemble de l'équipe pédagogique de pouvoir agencer mon emploi du temps, pas forcément le calquer sur l'emploi du temps des 2e années. J'ai fait un courrier, j'ai expliqué mes motivations, j'ai expliqué que j'estimais que j'avais un bon profil, que j'étais pas une étudiante avec des grosses difficultés, que j'avais cette détermination, que je voulais vraiment réussir et que je voulais me donner les moyens de réussir. Et je leur ai expliqué, je voulais vraiment que cette année ne soit pas une année lambda. Je voulais vraiment que ce soit une année dans laquelle je puisse puiser les ressources, le maximum de ressources que je puisse puiser autour de moi, que je puisse les saisir, afin de me faire gagner du temps pour l'année prochaine. Étant donné que j'avais qu'une seule matière à rattraper, ça a été plus facile pour moi et pour l'équipe pédagogique de pouvoir mettre en place une autre organisation. Donc j'ai été en cours de septembre à novembre sur les 2e années. J'ai pu participer à quelques cours d'enseignement des 3e années, donc de novembre à décembre. Et ensuite, fin janvier, on a eu les rattrapages, donc j'ai pu repasser ma pharmaco. Et ensuite, de février à mars, j'étais en stage de maintien de compétences. Et de mi-mars à mi-avril, j'ai effectué un 2e stage de maintien de compétences. Le premier, c'était dans un EHPAD, et le 2e, je l'ai effectué dans un hôpital en chirurgie. Alors, une fois que j'ai soumis mon courrier à la direction de mon désir de pouvoir participer à certaines unités d'enseignement de 3e année en lien avec mon mémoire de fin d'études, une fois que l'accord a été donné, ça m'a permis justement de pouvoir travailler en parallèle avec les 3e années au niveau des révisions, au niveau des cours, et de me maintenir aussi un niveau. Ne pas me décourager surtout. Du coup, je me suis calquée sur les révisions des 3e années. Ça m'a permis d'avoir aussi une idée de ce qui m'attend l'année prochaine. Ça m'a permis aussi de maintenir mon niveau à moi. Donc, je me suis dit, il faut que je garde cette dynamique-là. Faut surtout pas que je décroche parce que c'est difficile quand on sort d'un processus scolaire, qu'on fait une pause, revenir encore dans un processus scolaire. Des fois, c'est là que la motivation se perd. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on redouble, on ne garde pas la référente pédagogique initiale. Donc, j'avais une référente pédagogique qui était elle-même la référente de l'unité que j'avais ratée, la pharmaco. Et en redoublant, on m'a attribué une nouvelle référente pédagogique qui, elle aussi, est référente de l'unité de la pharmaco. Et lorsqu'on fait connaissance et qu'elle apprend que c'est sa matière que je n'arrive pas à valider, elle m'a dit, on va travailler, on va voir où ça pêche, on va essayer de t'accompagner. Et j'ai vraiment bénéficié de ce soutien de la direction, de l'équipe pédagogique. Et c'est vraiment important parce que lorsqu'on redouble, on peut se sentir perdu, on peut se sentir hors jeu, on peut ne pas avoir ce lien d'appartenance avec le nouveau groupe parce que moi, je viens de temps en temps en cours. Donc, quand on vient, les cours ne durent pas forcément longtemps. On n'a pas le temps de lier d'amitié avec un groupe de gens qui se connaissent déjà depuis 2 ans. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais l'équipe pédagogique, j'ai vraiment eu ce soutien qui m'a vraiment aidée, boosté. Ils sont toujours à l'écoute. Lorsqu'on pose des questions, que ce soit téléphonique ou par mail, on a toujours un retour et ça nous permet, nous, d'être clairs avec
nos questionnements, nos manquements. Alors, la manière dont j'ai vécu mon rattrapage de la pharmaco n'a quasiment rien changé. Il faut savoir, de nature, je suis quelqu'un de très stressé. Ça ne se voit pas, mais au fait, on va le revoir sur mon corps. Je vais perdre mes cheveux, je vais avoir des démangeaisons. C'est horrible. Et j'ai attaqué ce rattrapage avec le même stress que les années précédentes, parce que ça reste un enjeu, au fait. Quand on va se présenter à un partiel, c'est pas la visite chez le médecin, c'est un partiel, il y a un enjeu derrière, il faut valider l'unité si on veut passer à l'étape suivante, donc ça génère un stress horrible. Alors, une fois que j'ai les résultats de la CAC début février par rapport au partiel de janvier que j'avais repassé pour la pharmaco, je vois que j'ai validé la pharmaco, donc je suis très contente, je suis très fière de moi, parce que c'est une unité qui est notre talent d'Achille à nous étudiants. Tout étudiant confondu, la pharmaco, c'est vraiment l'unité d'enseignement très très difficile. Et le fait de l'avoir réussi, ça m'a encouragée, ça m'a redonné un zeste que j'avais besoin, de me dire que je suis pas si bête que ça. J'ai les connaissances, parce que ça c'est important, les connaissances. Et je me suis dit, on continue. Durant les stages de maintien de compétences qui nous sont imposés par la législation de la formation infirmier, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des professionnels de santé, notamment des médecins étrangers qui sont venus travailler en France, qui malheureusement n'ont pas pu avoir leurs équivalences de médecins, qui se sont reconvertis sur des profils infirmiers. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont fait bénéficier de leur expertise et m'ont vraiment encadré, et m'ont vraiment boosté. J'ai eu droit à des mises en situation. On m'a poussé dans mes retranchements. Le référent que j'avais me disait souvent c'est bien que tu sois mignonne, c'est bien que tu sois gentille, mais moi, c'est pas mon objectif. Moi, j'ai besoin que tu sois professionnelle, j'ai besoin que tu sois opérationnelle. Et il me disait que son objectif à lui, c'est qu'en sortant de ce stage, que je sois apte à pouvoir réellement pousser un chariot d'infirmier en connaissant les thérapeutiques que je donne à mes patients. Et le stage dans un EHPAD, ça s'est très bien passé. J'ai eu un très très bon bilan de fin de stage. Et ce stage-là m'a aidé sur le deuxième stage de maintien de compétences en chirurgie. J'ai pu prouver dès les débuts que je savais de quoi je parlais. Lorsqu'on me donnait des plans de soins de mes patients, je pouvais, sans forcément rentrer dans le dossier de mon patient, donner rapidement les pathologies que je voyais en fonction des thérapeutiques. Donc j'arrivais à faire les liens. C'est ce qu'on nous demande au fait durant toute la formation, c'est de réussir à faire des liens avec toutes les unités d'enseignement qu'on nous donne pour pouvoir prendre en charge notre patient dans son intégralité. Alors, les étudiants qui ont un stage de maintien de compétences partent quand même avec une feuille horaire et ils partent également avec une feuille de bilan de fin de stage au même titre que les autres étudiants. Donc, ils doivent également acquérir des compétences. Néanmoins, les crédits en lien avec ce stage, s'ils ont été validés l'année précédente, ils restent acquis. Alors, bien entendu, dans le cas où ce stage ne soit pas satisfaisant, le référent du suivi pédagogique reste vigilant. Peut-être qu'on peut revoir le parcours de stage pour le stage d'après. Pour ma part, les stages de maintien de compétences, je ne me suis pas mise dans une position de acquis. Parce que le terme en lui-même, stage de maintien de compétences, qui veut dire il faut surtout pas que je finisse ce stage avec des non-acquis ou à améliorer. Il faut qu'il y ait une suite logique et chronologique avec mon parcours. Donc, lorsque je vais en stage, je me mets la même pression, je me suis mise la même pression que si c'était un stage classique. Parce que je me suis dit, il faut surtout pas que je perde en compétences. Là, au contraire, il faut que je monte. Là où j'ai pas pu valider sur les anciens stages, il faut que sur ce stage-là, même si c'est un stage de maintien de compétences, il faut que j'arrive à montrer que ce stage m'a servi. Je suis pas venue parce que la loi me l'oblige. Je suis là aussi parce que j'ai un objectif professionnel. Alors, sur les derniers stages, j'ai eu tout qui a été acquis, tout a été validé. J'ai eu un non mobilisé sur le stage en EHPAD. J'avais pas de stagiaire, donc j'ai pas pu faire la compétence 10, l'encadrement des stagiaires.
Sur le deuxième stage, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'avais un statut qui était un peu ambigu puisque l'ensemble du personnel pensait que c'était moi la titulaire infirmière et que j'avais à mon tour des stagiaires à encadrer. Or que pas du tout, c'était moi la stagiaire qui était en train de un petit peu guider, présenter le service à la jeune diplômée qui comprenait ses fonctions au sein de l'établissement. Alors, en septembre, lorsque j'ai appris mon redoublement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais soutenue par le Pôle emploi financièrement et mes droits se sont arrêtés début septembre. Donc, j'avais anticipé cette fin de droits et j'avais signé un contrat d'aide allocation avec un hôpital qui malheureusement n'a pas pu prendre effet suite à mon non-passage en 3e année. Et de là, de bouche à oreille, j'ai une collègue qui m'a proposé de venir faire des vacations au sein de l'établissement où elle travaillait. J'ai fait une garde et il y a eu un coup de cœur entre la direction et moi et ils m'ont proposé rapidement un poste fixe, ce qui m'a permis, moi, de m'organiser convenablement avec ma famille, ma vie d'étudiante et ma vie professionnelle. Et effectivement, c'est un poste d'aide-soignante que j'occupe actuellement dans un SSR oncologie à Le Perreux. Ce que j'ai appris en travaillant en tant qu'aide-soignante, c'est qu'il est très important d'être humble dans ce métier, qu'il est très important de respecter le poste de tout un chacun. J'en tire quelque chose de positif, d'avoir cette double casquette, d'avoir cette visibilité, mais vraiment élargie du métier. Avoir en plus mes connaissances infirmières, ça me conforte dans mon projet à moi professionnel, d'être demain infirmière. Et le fait d'avoir cette double casquette, moi, quelque part aussi, ça me protège. Parce que je ne me dis pas oui à tout. Je sais où mes compétences s'arrêtent. Parce que quand je travaille en tant qu'aide-soignante, je mets aussi mon futur titre d'infirmière sur la table. En cas de problème, moi, j'ai une double casquette. On sera plus exigeant avec moi, avec les connaissances que j'ai de la formation infirmière. Alors, concernant le mémoire de fin d'études, tous les cours d'initiation à la démarche de recherche se font en semestre 4. Donc un étudiant qui est en 2e année a tous les enseignements sur la démarche de recherche en semestre 4, ainsi que les TD en lien avec la réalisation de la note de recherche et on commence un petit peu à aborder la fin du mémoire de fin d'études. Donc un étudiant, effectivement, qui sera en situation de redoublement à la fin de sa 2e année, pourrait tout à fait se dire, eh bien je vais, puisque j'ai déjà une situation d'appel qui m'a interpellée en stage, eh bien je peux tout à fait me dire, je vais commencer à travailler sur mon mémoire de fin d'études, à m'avancer sur la rédaction de ma situation d'appel, à m'avancer sur la recherche de la bibliographie associée à mon questionnement de départ, et commencer à avancer sur la construction de son outil d'enquête en lien avec son cadre de référence. J'ai eu l'avantage l'année dernière d'avoir pu finir ma note de recherche avant tout le monde. En juillet, ma note de recherche était terminée, donc j'ai pu la finaliser rapidement. Au moment du redoublement, j'ai eu la chance d'avoir mon directeur de mémoire, M. Bélanger, qui a continué à m'accompagner dans ma production. Je sais que j'étais pas prioritaire dans ces encadrements au niveau du mémoire, mais il m'a quand même. On a eu des échanges, on a pu s'entretenir, on a pu travailler sur mon projet, ce qui m'a permis cette année de prendre un peu d'avance. Et je sais que l'année prochaine, une fois que je serai en 3e année, ce sera quelque chose en moins à faire. Le fait d'avoir redoublé, dans un premier temps, j'ai pas pu établir des contacts avec les étudiants, parce qu'on était souvent dans des cours en amphi, et en amphi, c'est très compliqué de nouer des liens. Je suis le profil d'élève, quand je viens en cours, je suis là pour le cours, j'aime pas trop me disperser dans des conversations dans les rangs. J'ai eu la chance, en travaillant, en faisant des vacations un peu partout, de pouvoir tomber sur des étudiants de ma promo lorsque eux étaient en stage sur les sites où moi je travaillais. Et c'est de là que j'ai pu nouer des liens avec certaines étudiantes. Et quand là maintenant je retourne à l'école sur des convocations de style analyse de la pratique professionnelle, ça fait une joie de revoir des visages que j'ai déjà vus, avec qui j'ai pu partager déjà mon expérience, avec qui j'ai pu aussi entendre les témoignages de ces étudiants, et ça fait toujours plaisir. Alors cette expérience m'a appris que
que j'ai des ressources. Ces ressources-là, il faut savoir les utiliser à bon escient et au bon moment. Ne jamais douter de ses compétences, ne jamais se minimiser. Les échecs, on va en avoir, il en faut, c'est constructif. Et moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est que mon redoublement est un très beau redoublement parce que j'ai rencontré des personnes formidables, j'ai consolidé mes acquis, j'ai pu travailler mon mémoire, j'ai pu travailler une partie de ma 3e année, j'ai pu monter en compétences et j'ai gagné en assurance. Et ça m'a aussi confortée dans ce choix de reconversion professionnelle. Je sais qu'aujourd'hui, je suis à ma place. Je me donne du temps aussi d'apprendre, de consolider mes acquis. Et je me dis que le meilleur est à venir. Alors, à 10 jours de l'épreuve de mon rattrapage de la 4-4, ma pratique, je visualise à chaque fois l'épreuve. J'écris des fois sur une feuille de papier. Je dessine mon plan de soins. Je me remémore les différentes étapes. Je fais aussi de la pratique à la maison. J'en fais aussi au travail avec les infirmières avec qui je travaille, afin de justement ne pas tomber dans ce côté un peu facilité, parce que on pourrait croire que cette épreuve, effectivement, c'est l'une des épreuves qui n'est pas la plus difficile en soi sur tout le parcours, mais j'ai pas envie de me laisser envahir par un soupçon de trop plein de confiance sur cette épreuve. Je suis sereine, je me dis je sais faire, je l'ai déjà fait, je le fais. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des marqueurs qui, moi, vont me permettre de sécuriser ma pratique. Je sais qu'aujourd'hui, qu'il faut lire jusqu'au bout. Faut pas que je sois pressée, il n'y a pas le feu. Je prends mon temps, je fais les choses correctement, je respecte les règles d'asepsie qu'on m'a apprises et normalement, ça devrait passer. Ma ressource principale sur cette année de redoublement, j'ai eu la ressource familiale, la famille. J'ai eu l'équipe pédagogique qui a joué un très grand rôle aussi lors de ce redoublement, ce qui pour moi a été important, de se sentir soutenu par une équipe, ne pas se sentir ridiculisé ou ce sentiment d'échec et de honte. Et au fait, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que il faut pas diaboliser le redoublement. Le redoublement, c'est pas une tare, c'est pas un boulet dans la vie de quelqu'un. C'est juste une opportunité de mieux faire, tout simplement. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Bonjour Monsieur Garnier, c'est Mathie. Je voulais juste vous prévenir que j'ai validé mon rattrapage de la 4-4. Donc je suis officiellement en 3e année. Je suis très contente. Donc là, j'ai commencé mon stage en addictologie du semestre 5. Ça se passe super bien pour le moment, donc je suis très contente. Et bien, je vous dis à très bientôt, j'espère, dans les couloirs de l'école. Et encore merci. Bonne journée, au revoir.